Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine, mais également le week-end, car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, les stars du petit écran se sont donné rendez-vous à Monaco pour le festival de télévision. Nous reviendrons sur la cérémonie d'ouverture de la 60e édition, puis nous accueillerons l'un des acteurs principaux de la série Demain nous appartient, Alexandre Brasseur. Monaco dans le groupe 2 mondial de Coupe Davis la saison prochaine. Les joueurs de Guillaume Couillard ont réalisé un parcours parfait à Chypre en remportant tous leurs matchs. Nous en parlerons avec Hugo Nice. Dans ce journal également, la littérature à l'honneur. De nombreux auteurs sont présents au Salon du Livre jusqu'à demain. Reportage à suivre. Mais avant cela, je vous le disais en titre, il était attendu avec impatience. Le festival de télévision de Monte-Carlo vient de débuter au Grimaldi Forum. Christine Datomel, vous avez assisté à la cérémonie d'ouverture avec Lionel Bernardi. Oui, Émilie, il est enfin de retour et en plus le festival de la télévision fête cette année ses 60 ans, un anniversaire qu'il aurait dû célébrer l'an passé, mais à cause de la crise sanitaire, le festival malheureusement n'avait pu avoir lieu. Alors, quelles sont les vedettes du petit écran pour cette nouvelle édition? Je vous propose que l'on se retrouve tout de suite sur le tapis rouge. La télé était déjà créée, enfin ce festival a été créé, je n'étais pas encore né, presque, mais pas encore. Donc c'est toujours un plaisir de revenir chaque année. L'absence évidemment l'an passé, mais on a toujours des fans qui sont là pour suivre les programmes. Il y a le développement de la télévision qui est toujours en avance, avec de multiples programmes. Et puis à Monaco, c'est quand même un très bel écrin pour recevoir ce festival. Je suis très content d'être là, c'est la première fois que je suis là. Je suis content parce qu'en plus c'est pour présenter, pour défendre deux séries dont je suis fier. L'école de la vie sur France 2 et Je te promets, dont on va commencer à tourner la saison 2 là, la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous regardez vous à la télévision? Beaucoup de séries. Beaucoup de séries. J'adore le cinéma, mais c'est vrai que je trouve qu'en ce moment, les choses vraiment enthousiasmantes, on les trouve dans les séries. Et puis c'est vrai que c'est un mode de narration qui permet vraiment de s'attacher aux personnages parce qu'on passe du temps avec eux. Je regarde pas mal de séries, de films aussi. Comme je voyage pas mal malheureusement et comme c'était fermé, je regarde beaucoup de films. Séries, films surtout, et actualité. Récemment, avec ma fille, on a regardé HPI, c'est excellent. Et là, je vais reprendre le tournage de la troisième saison de Masked Singer. Alors je suis très heureuse que le festival puisse avoir lieu cette année parce qu'on est tous dans le même bateau et que tout ce qui s'est passé là depuis cette crise nous rappelle qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Je sais que le prince travaille beaucoup qu'il est tout à fait concerné par les dégâts qui sont faits sur l'environnement. Donc moi, je suis très heureuse d'être là. Pour moi, c'est déjà une première, donc c'est un honneur. Je suis ravi de venir en plus avec l'équipe de Plus belle la vie que j'aime beaucoup. C'est vraiment une très belle équipe que j'ai intégrée maintenant depuis septembre avec mon personnage de Valentin Carrier. Et j'avoue qu'il y a une ambiance ici qui a l'air magique. Donc j'attends de découvrir et de m'amuser. Pour moi, c'est la première fois à Monaco. Formidable. I love it. I love that it celebrates television, in the same way that Cannes celebrates films. I feel like cinema, this celebrates television, and I think it's really necessary. Déjà, le fait de pouvoir faire un festival en présentiel avec tout ce beau monde qu'on n'a pas vu depuis plus d'1 an, voilà, c'est assez magique. Une pléiade d'acteurs et de réalisateurs donc pour célébrer cette cérémonie d'ouverture de la 60e édition du Festival de la télévision qui s'est tenue hier soir au Grimaldi Forum. Une édition anniversaire marquée par la remise de la nymphe d'honneur au réalisateur Darren Star et par la projection en avant-première mondiale de la série sud-africaine Reika de Serena Cullen, une série de 8 épisodes de 60 minutes. Mais n'oublions pas que le Festival de la télévision est avant tout une compétition. Les membres du jury composés de représentants du monde de la télévision et de l'information ont été officiellement présentés lors de cette cérémonie avant de commencer à visionner l'ensemble des programmes nommés dans les catégories fiction et actualité et qui auront la lourde tâche de sélectionner les lauréats récompensés lors de la cérémonie des Nymphes d'Or qui se tiendra le mardi 22 juin au Grimaldi Forum.
Vous venez de voir un aperçu des célébrités du petit écran présentes au Festival de télévision de Monte-Carlo. Parmi eux, Alexandre Brasseur, qui est l'un des interprètes principaux de la série à succès de TF1, Demain nous appartient. L'acteur nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Alexandre Brasseur. Bonsoir Émilie. Le Festival de télévision est un rendez-vous incontournable pour le monde du petit écran. C'est un rendez-vous incontournable depuis 60 ans maintenant, au niveau mondial bien sûr. Puisque vous retrouvez, en tous les cas dans le monde de la série, dans le monde de la télévision, tout le monde est là et puis voilà, ça crée une émulsion, il y a des rencontres et puis on retrouve bien évidemment la presse, vous autres, journalistes, mais également nos producteurs, nos diffuseurs, les acteurs, voilà, donc ça crée de l'émulsion, même si pour l'instant il n'y a pas de marché, et ça reste quand même un festival fondamental. C'est sympa aussi de se retrouver avec d'autres acteurs et actrices de différentes chaînes, de différents pays. Ouais, bah évidemment que c'est sympathique, forcément, surtout après la période qu'on vient de traverser, c'est aussi générateur de projets. Si vous voulez vous rencontrer les gens, vous ne les avez pas vus depuis longtemps, donc en dehors du fait que ce soit des collègues de travail, c'est aussi des opportunités de boulot qui peuvent se créer, des idées. Vous savez, ça vient comme ça, aussi les idées. Tout d'un coup, vous êtes un metteur en scène, vous êtes un producteur, vous cherchez des gens, et puis tout d'un coup, bam, il y a quelqu'un qui déboule devant vous, qui vous dit bonsoir. En fait, ça devient une évidence. Ben voilà, ça peut aussi venir comme ça, le boulot. Donc c'est important, les festivals. Et puis c'est aussi une manière de se retrouver sans les barrières. Les choses sont plus faciles, on peut accéder les uns aux autres sans forcément passer par des agents, des intermédiaires à la noix, mais tout simplement de manière informelle. Ça fait plaisir et ça fait du bien. Vous êtes l'un des rôles principaux de Demain nous appartient. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès de la part de ce feuilleton? Vous savez, on a démarré avec beaucoup d'humilité sur Demain nous appartient. Ça fait maintenant 4 ans. Au début, on était une saga de l'été, donc on ne s'attendait pas du tout à ça. Et puis voilà, ça s'est amplifié. Et après, bon, j'ai envie de dire que c'est aussi grâce au talent de l'écriture. Il maîtrise bien les ficelles, si vous voulez. Et le principe même, c'est que Demain nous appartient est un miroir déformant de la société française. Et que finalement, vous comme moi, comme n'importe quel autre qui nous entoure, on peut réussir de près ou de loin à retrouver des similitudes, des points d'accroche avec soi-même ou avec des amis qui nous entourent. Et vous aviez confié dans une interview que Demain nous appartient avait changé votre vie. Pourquoi? Pour tout un tas de raisons. Parce que tout d'un coup j'ai du travail en régulier, parce qu'on me donne l'opportunité de pouvoir aller sur des montagnes émotionnelles puissantes, avec de la comédie, du drame, tout un tas de libertés que j'avais peut-être un peu moins auparavant. Voilà. Et puis tout d'un coup, j'ai 120 000 followers sur les réseaux sociaux. Voilà, vous avez une visibilité. Ça change un peu la stature. Même si moi, au départ, j'ai pas voulu faire ce métier pour la popularité, le fait de devenir un acteur populaire, ça change un peu les choses. Et quand on regarde votre CV, on voit que vous avez plus une préférence pour la télévision ou le théâtre que pour le cinéma. Ouais, c'est vous un savez, choix. on fait les choix qu'on veut bien nous proposer. Donc voilà, bon, il se trouve qu'aujourd'hui, on ne me propose pas vraiment de cinéma, mais de la télévision. Je le fais et en même temps, je suis pas mal dans mon époque. J'ai pas mal de confrères qui travaillent au cinéma, qui viennent travailler à la télévision. Donc en fait, je pense que la télévision aujourd'hui, c'est le média d'aujourd'hui, c'est le média du jour. Voilà, même si le cinéma c'est merveilleux, les 90 minutes c'est génial, moi j'adore ça. Je vais beaucoup m'enfermer dans les salles obscures, mais j'ai pas l'impression de faire un métier en décalage avec mon époque quand je fais de la télévision. Mais je fais aussi beaucoup de théâtre. Eh bien, merci beaucoup Alexandre Brasseur d'avoir été avec nous ce soir. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée, au revoir. Et nous reviendrons sur le Festival de télévision de Monte-Carlo dès lundi avec notre équipe sur place et nos invités. Ouvrons une large page sport à présent avant de revenir sur la belle performance de l'équipe de Monaco en Coupe Davis. Retour sur la dernière journée de la saison régulière de Jeep Elite. Hier soir, la Roca Team, encore une fois remaniée, n'a pas fait le poids face à l'Asvel. Défaite 98-73. Le résumé de cette rencontre est signé Frédéric Elion sur des images de Thomas Deus. Comme face à Strasbourg, coach Mitrovic laisse la majorité de ses cadres au repos pour la réception de l'Asvel vendredi soir et dans l'optique surtout du quart de finale de lundi. Dibost, Marcos Knight, Mathias Le Sort, Damien Inglis et JJ O'Brien sont en tribune. Sur le parquet, un mélange de pro et d'espoir, Abdou Ndoye fait le show avec un step back à 3 points et une finition compliquée sur ce drive.
Ibrahima Falfay s'envole sur une offrande de Brandon Frazier. La Roca Team est devant, 20-17 à la fin du premier quart-temps. La machine Asvel se met alors en route et inflige un 15-0 au Monégasque avec les anciens de la maison rouge et blanche, Paul Lacombe 15 points, Norris Cole 14 et Ismaël Bako aux portes du double-double avec 10 points et 9 rebonds, 48-37 Villeurbanne à la pause. En deuxième mi-temps, l'Asvel va s'envoler. Côté monégasque, on retiendra le bon match de Yohan Choupas, meilleure évaluation avec ses 13 points et 5 rebonds. Les espoirs Boukari Sissoko, Kevin Keliki et Jordan Raton ont tous passé plus d'un quart d'heure sur le parquet avec 4 points pour Sissoko et 6 rebonds pour Keliki. Apprentissage, vitesse, grand V du haut niveau pour les jeunes pousses monégasques. L'Asvel l'emporte 98-73. On va dire que ce match-là, il a été un peu plus compliqué pour nous que contre Strasbourg. Mais bon, voilà, nous les plus jeunes, on a essayé de saisir notre chance encore et voilà, on a fait ce qu'on a pu. Quand on a appris ça, on était surtout excités parce qu'on se disait que voilà, pour les autres qui ont un peu moins leur chance, c'était vraiment une occasion pour eux de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc voilà, ils ont essayé de faire ça ce soir et aussi contre Strasbourg. Et voilà. Le fait de pouvoir avoir des minutes avec un tel niveau, ça donne envie de bosser plus dur, que ce soit pour toi ou pour tous les autres? Ah oui, c'est clair, ça donne envie de travailler plus dur pour voilà, avoir plus de chances telles que celle-là, de jouer encore. Et voilà, on continue de travailler. La Roca Team termine donc la saison régulière à la 4e place et recevra lundi soir Bourg-en-Bresse en quart de finale. Et l'accès de ce quart de finale lundi face à Bourg-en-Bresse à Gaston Médecin sera gratuit pour les abonnés ainsi que pour les spectateurs détenteurs d'un billet d'une des 2 dernières rencontres de la Roca Team. Direction Chypre à présent où l'équipe de Monaco de Coupe Davis vient de retrouver le groupe 2 mondial après un parcours parfait. Les joueurs de Guillaume Couillard ont dominé tous leurs adversaires. On rejoint l'un des artisans de cette victoire. Bonsoir Hugo Nice. Bonsoir. On peut dire que c'est un sans faute pour Monaco dans cette Coupe Davis? Oui, c'est un sans faute. On a gagné tous nos matchs de poule. On finit premier du groupe. C'était l'objectif de départ, donc l'objectif atteint. Que ressentez-vous ce soir? Beaucoup de fierté, beaucoup de bonheur de pouvoir réaccéder à ce groupe 2. Voilà, une grosse pensée aussi évidemment pour Madame de Massy, notre baronne qui est partie l'année dernière et c'est le premier match auquel elle n'a pas pu assister. Et du coup, voilà, grosse pensée pour elle et qui a tellement donné pour la fédération ainsi qu'à Mélanie, sa fille, qui nous aide énormément. Alors Monaco était tête de série de cette compétition. Est-ce qu'il y avait une pression supplémentaire sur l'équipe? On était tête de série, oui. Pression, oui, je pense que c'était une bonne pression. Voilà, c'était une pression nécessaire pour qu'on se mobilise bien. Tous les joueurs ont répondu présent. On a une super équipe. Une super jeune équipe, donc l'action, on l'a très bien gérée. Oui, on l'évoquait avec votre entraîneur Guillaume Couillard en début de semaine. L'équipe est à la fois jeune et expérimentée, c'est ça qui a fait la différence? C'est ça, donc avec Valentin qui vient d'arriver, Lucas qui sont plus jeunes que Romain et moi, ça c'était un bon vent de fraîcheur. Voilà, nous après, on a un peu plus d'expérience et ce mix justement entre expérience et fraîcheur est parfait en fait. Vous parlez de Valentin Vachereau, c'était sa première sélection avec l'équipe de Monaco. Comment ça s'est passé pour lui? Valentin, c'était sa première en équipe et il a vraiment répondu présent. Il a gagné ses 3 matchs. Voilà, vraiment à chaque fois sans encombre. Donc grosse impression pour les années à venir. La nouvelle réglementation est un peu floue. Alors vous montez dans le groupe 2 mondial, mais il vous reste un match de barrage, c'est ça? C'est complètement ça. On a un match de barrage qui est en février ou mars de l'année prochaine, en 2022, qui sera notre dernier billet d'accession au groupe 2 mondial. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Hugo et félicitations à toute l'équipe de Monaco. Merci d'avoir été avec nous depuis Chypre. Merci, à bientôt. On reste dans le sport avec vous, Frédéric Elion. Bonsoir Frédéric, on débute avec le tournoi de qualification olympique de rugby à 7 au Stade Louis II. Bonsoir Émilie, 21 équipes sont en principauté ce week-end pour tenter de décrocher leur sésame direction Tokyo. Chez les hommes, 2 poules de 5 nations. Les 2 premiers de chaque groupe s'affrontent en finale. Le vainqueur est qualifié pour les Jeux. Très bon début pour l'équipe de France qui a remporté facilement ses 2 matchs aujourd'hui contre la Jamaïque 40-0 et le Chili 43-7. C'est bien de retrouver la compétition déjà.
puis de retrouver certains automatismes. Et on a vu qu'on a vite réussi à se retrouver sur le terrain, donc c'est beaucoup de positifs. Et c'est vrai que c'est des équipes un peu plus faibles vu qu'elles ne pratiquent pas le World Series en temps général. Mais c'est toujours bien de confirmer sur ces matchs-là et de prendre des repères afin d'attaquer les grosses équipes qu'on aura demain. C'est vrai qu'on est les favoris, mais ça ne nous dérange pas et on le vit plutôt bien au sein du groupe. Et on essaie de le transformer en une pression positive sur le terrain et pas vraiment se prendre la tête, rester concentré sur notre jeu. C'est même un 3 sur 3 pour les Bleus avec un succès sur tapis vert suite à l'exclusion du tournoi de l'Ouganda. Plusieurs membres de la délégation ayant été testés positifs au coronavirus. Côté féminine, 3 poules de 4 équipes et 2 tickets pour Tokyo. L'équipe de France de rugby à 7 a débuté la compétition par une victoire écrasante 49-0 face à Madagascar. C'était une bonne entame, c'était assez particulier, c'est toujours le premier match, il y a toujours beaucoup d'excitation et voilà, après on s'était bien calé sur pas mal de choses et je pense que ouais, on avait à cœur de bien entamer ce début de tournoi. Ouais. À quel point il est important pour vous ce tournoi ? Il est important déjà parce que ça reste une compétition et que franchement ça nous manquait depuis un petit moment. Il est important aussi parce que c'est une place pour les Jeux. Il est important aussi parce que ça, quelque part c'est l'aboutissement, c'est une partie de l'aboutissement d'un an et demi à essayer de trouver des solutions pour se retrouver dans des contextes comme celui-ci qui est la compétition, le stress que ça peut engendrer sur l'équipe et tout. Et voilà, pour plein de choses, il est super important. Formule 1 à présent avec les qualifications du Grand Prix de France qui ont eu lieu cet après-midi. Effectivement, Max Verstappen s'est montré le plus rapide sur le circuit du Castellet. Le néerlandais est le seul pilote à être passé sous la barre des 1:30 en Q3 et signe la pole position devant les 2 Mercedes, d'Hamilton et Bottas. Charles Leclerc s'élancera en 7e position sur la grille demain. Merci Frédéric. Nous vous emmenons à présent dans les allées du Salon du Livre. Comme chaque année, de nombreux auteurs sont présents pour présenter leur ouvrage. Une année particulière puisque l'événement fête cette année ses 10 ans. Christine Tomel. Oui, Émilie, effectivement. Et cette année, c'est en présence du Prince Souverain que s'est tenue cette nouvelle édition. Une édition qui célébrait cette année ses 10 ans. Et pour l'occasion, de nombreuses personnalités du monde de l'écriture se sont donné rendez-vous dans l'antre de chez Riva, au cœur du salon, pour présenter leurs derniers ouvrages. Alain Duhaut, Franck Ferrand, Marcel Ruffo, Francesca Serra, de grands noms de la littérature française, mais pas que, puisque les nouveaux talents d'aujourd'hui présentaient eux aussi leur dernier né, comme le monégasque Manuel Marchetti et son livre « Allons enfants de la gastronomie ». C'est un sujet qui est assez courant en ce moment et qui amène beaucoup de tensions, beaucoup de polémiques. Et en fait, petit à petit, on en oublie un petit peu tout le plaisir de la table et tout ce qu'on peut retrouver. Et aussi les côtés un petit peu plus, prendre un peu de légèreté, un peu de distance sur ce sujet et revenir un peu aux choses intéressantes. De nombreux auteurs mis en lumière donc lors de ce salon qui présentait des livres pour les plus grands, mais aussi pour les plus petits. J'ai créé ces petits albums, mais qui en fait, au travers des personnages un petit peu amusants, les amènent à découvrir des petits soucis du quotidien qui les concernent. Donc chaque album, chaque personnage est porteur d'un thème en particulier qui les touche. Les albums sont aussi un petit peu interactifs puisque je pose des questions, ce qui fait que l'enfant en fait s'identifie quelque part au personnage. Et puis bon, ça reste très ludique aussi bien sûr, donc ça lui permet de... Voilà. Mais franchement, la collection plaît bien. Voilà, je l'ai lancée il y a 2 ans et j'en suis assez contente. Moi, je suis un super fan de manga à la base et je me suis dit il faut absolument que j'arrive à en faire un. Et c'est vrai qu'à partir du moment où l'entreprise est à Monaco, je me suis dit qu'il faut faire un manga entre Monaco et le Japon. La thématique des échecs était très peu exploitée, donc allons-y pour les échecs et c'est vrai que ça marche plutôt bien. Et alors d'être ici, à ce salon du livre qui commence à avoir une belle réputation, qu'est-ce que ça fait ? Moi, c'est la première fois que je viens à un salon du livre, c'est les 10 ans, je suis agréablement surpris, il y a plein de monde. J'ai déjà signé beaucoup de bouquins alors que ça a à peine commencé, enfin, c'est impressionnant.
Un salon du livre qui se tiendra jusqu'à demain soir et qui réserve encore bien des surprises, comme ce timbre postal commémoratif pour célébrer le 10e anniversaire du salon du livre. Un timbre conçu par l'artiste monégasque Joël Chobagnan, présent au sein du salon comme de nombreux autres artistes qui ont joué le jeu en présentant au milieu des livres leur toile, une autre forme d'art et qui suscite elle aussi beaucoup d'émotions. Et restons dans le domaine avec notre traditionnel rendez-vous du samedi. Vous le savez, désormais, chaque semaine, la médiathèque de Monaco vous dévoile son coup de cœur. Roman, bande dessinée, autobiographie. Sur quel ouvrage s'est porté le choix de Céline Sabine aujourd'hui? La réponse dans la chronique littéraire. Ne vous arrêtez pas au titre provocateur du nouveau roman de Chador Javan. Et ses êtres sans pénis est un livre nécessaire, essentiel. Mêlant témoignages et fiction inspirée de faits réels, l'auteure française, née en Iran, dénonce avec audace et lucidité la condition des femmes dans son pays d'origine. Arrêtée et emprisonnée à l'âge de 13 ans parce qu'elle manifestait contre le régime en place, Chador Javan s'est exilée en France en 1993 et a depuis écrit une quinzaine de livres. Dans celui-ci, à travers son propre parcours et le destin dramatique de 4 femmes, elle raconte pourquoi, en Iran, naître fille est une malédiction. Elle dit même une faute. Du port du voile à la situation des femmes homosexuelles, des mariages forcés aux attaques à l'acide, les personnages de ce livre subissent la violence des hommes, car elles ont un point commun, elles sont nées sans pénis. Si elle s'attaque avec virulence au régime islamique et aux ayatollahs qui bafouent au quotidien les droits et les libertés fondamentales des femmes iraniennes, l'auteur partage également son amour pour sa terre natale, son histoire, sa culture, ses traditions. Une terre qu'elle ne peut oublier après près de 30 ans d'exil, car elle ne se sent chez elle nulle part. Dans la dernière partie de son livre, tout en affirmant qu'elle ne respecte aucune règle romanesque, Chador Javan imagine son retour en Iran. C'est avec un final fantasmé que je vous invite à découvrir que l'on comprend comment l'écriture lui permet de prendre une revanche imaginaire sur la réalité. Autre livre à découvrir également, cet ouvrage de la résidente monégasque Shiva Moshiri, The Cupid Index, un livre en anglais relatant une histoire moderne d'amour dans un monde traditionnel. On retrouve Frédéric Hélion pour un nouveau point sur l'information. Comme chaque vendredi, le gouvernement princier a fait le point sur sa campagne vaccinale. Selon les chiffres arrêtés, au jeudi 17 juin, inclus 19 466 personnes ont déjà été vaccinées en principauté, Émilie, soit un peu plus de la moitié de la population monégasque. 15 825 personnes ont déjà reçu l'injonction du rappel, soit 80,30% des personnes vaccinées. Le gouvernement qui poursuit le soutien apporté aux commerces et restaurants de la principauté via l'application Carlo. Le gouvernement a décidé de continuer de prendre en charge les frais de plateforme qui auraient dû leur être imputés. À partir du 1er juillet, les 290 commerces partenaires de Carlo pourront continuer à profiter des avantages de la plateforme et de la visibilité qu'elle leur offre auprès des 19 000 clients utilisateurs, et ce jusqu'à fin 2021. On passe à ce concert événement au profit de la Fondation Flavien, Frédéric. Oui, Pousse la vie, The Tarantino Night, une soirée pour la bonne cause à l'Auditorium Régnier 3 dédié à l'univers des films de Quentin Tarantino. Sur scène, le célèbre harmoniciste Greg Zlap et le pianiste Yvan Cassar notamment. La dernière édition du concert en 2019 avait permis de récolter 2 600 € pour lutter contre les cancers pédiatriques et les maladies rares. Et on termine par ce concert événement proposé par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Christian Zimmermann and Friends, l'un des plus grands pianistes actuels, sera en concert mardi 22 juin à 20h à la salle Garnier. Il sera accompagné de Maria Novak, Katarina Budnik et Yuya Okamoto dans un programme de musique de chambre. Et puis coup d'œil sur vos prévisions météo, quel temps est prévu dimanche, Frédéric? Un dimanche maussade, Émilie, avec une journée globalement nuageuse et un risque d'orage dans l'après-midi. Il fera 22 degrés le matin et 30 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 5h46 pour se coucher à 21h17. Dimanche 20 juin, ce sera à la fête des pères.
Une pensée donc pour tous les papas. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que depuis aujourd'hui, de nouvelles dispositions sanitaires sont entrées en vigueur. L'une d'entre elles concerne le port du masque. Il n'est plus obligatoire en extérieur à l'exception des zones fortement fréquentées. C'est l'objet de nos photos de fin de JT ce soir. Photos signées Michael Alési. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.